Écoute, j'ai commencé le SEO, j'étais encore étudiante. La réalité, c'est que j'ai vu un moyen de gagner de l'argent depuis ma chambre en écrivant des articles de blog. Et donc, en fait, à partir du moment où tu comprends que l'IA, c'est pas un truc de grosse feignasse qui va faire ton boulot à ta place, mais que tu l'utilises comme un outil, c'est-à-dire comme ça doit être utilisé, c'est bon en fait. Salut Camille, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur cette interview pour SEO Augmenté. Je te propose qu'on commence directement par te laisser te présenter. Merci Amaury, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait très plaisir de te retrouver ici. Écoute, Camille Dufossé, fondatrice de l'école du SEO, une formation SEO, comme son nom l'indique, pour soit apprendre le métier quand on ne connaît pas du tout et qu'on n'est pas formé au référencement de site web, soit pour les personnes qui font déjà du SEO et qui ont besoin de se perfectionner. En fait, tout est fait en cours particulier. Donc, l'idée, c'est qu'on repart du niveau de la personne et qu'on va la pousser plus loin en mettant en pratique dans son site, pas en lui défilant des slides ou en lui montrant des vidéos préenregistrées. Donc voilà, le tout Sacré finançable avec le CPF et les OPCO, donc c'est aussi cool pour rendre ça accessible à tous les portefeuilles et certifiant. Donc petite certif reconnue par l'État qui fait bien plaisir pour valoriser les profils, soit en free, soit en interne pour des évolutions de poste. Et je suis aussi consultante SEO depuis quelques années et même, je dirais, acquisition marketing au global. J'ai commencé par le SEO et en fait, rapidement, mon poste à l'époque où j'étais encore salariée a évolué sur de l'acquisition 360, donc sur la partie inbound marketing, donc tout ce qui est lead magnet et vraiment marketing multicanal, on va dire, donc un mélange de sites web, réseaux sociaux, etc., emailing. Donc à la fois acquisition multicanal, donc pas que SEO, mais vraiment comment tu fais venir des gens. Et par lead magnet, c'est plutôt orienté conversion. Donc c'est en fait comment tu fais pour acquérir du lead et non pas juste avoir une belle courbe GSC, quoi. C'est ça, comment tu transformes ton simple visiteur de blog avec un blog qui rank sur un bon mot-clé informationnel en un lead qui rentre dans ton CRM et que tu vas pouvoir nurturer, faire mûrir à travers des emails jusqu'à ce qu'il décide d'acheter chez toi et qui te rapporte de l'argent. Ok, on pourra en discuter un peu après alors. Avec plaisir. Comment t'en es arrivé à te lancer dans le SEO justement? Écoute, j'ai commencé le SEO, j'étais encore étudiante et en fait, pour tout te dire, la réalité, c'est que j'ai vu un moyen de gagner de l'argent depuis ma chambre en écrivant des articles de blog. Et donc à l'époque, je sous-traitais pour des boîtes comme Eskimos ou System.io et je m'occupais de toute la partie SEO rédac. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, où j'ai mis, disons, le premier pied dans ce milieu-là et où je me suis dit, mais attends, mais ok, champ sémantique, mots-clés, requêtes, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, en fait? Et en fait, la chance qu'on a dans notre métier, c'est que c'est un métier où tu peux, quand tu es curieux et que tu as envie, tu peux déjà énormément dégrossir le sujet seul. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de m'y intéresser et que j'ai mangé du contenu sur contenu sur contenu. Et donc, ça, c'était pendant mes études et sortie d'études, sortie de nulle part d'ailleurs. Sur LinkedIn, je reçois un message d'une agence marketing. On cherche un junior en SEO. Est-ce que tu veux nous rejoindre? Je me suis dit, oui, en fait, totalement, je veux vous rejoindre parce que là, je vais vraiment me former au métier avec des plus seniors. Et c'était parti, quoi. Mais je devais pas du tout faire ça de base. De base, j'ai fait une école de commerce. Je devais faire un métier classique dans un bureau, quoi. Après consultant SEO, ça reste un métier classique, on va dire. C'est un métier Un normal. métier Enfin, c'est pas un métier pas si atypique, mais effectivement. Et t'étais déjà actif sur LinkedIn ou pas du tout à ce moment-là? très peu. Je Ok. postais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est au moment où LinkedIn a sorti les badges de compétences. Donc, tu passais des quiz et tu pouvais obtenir un badge officiel LinkedIn sur tes compétences. Et comme moi, j'avais aucune légitimité dans le monde du SEO parce que j'étais encore étudiante en école de commerce, donc pas du tout spécialiste. Je me suis dit, c'est peut-être un moyen d'avoir mon premier badge de crédibilité. Et donc, j'ai posté, j'ai dit, LinkedIn a validé ma compétence SEO. Et Si n'empêche LinkedIn que le c'est dit, ça, tu vois. vous pouvez. Et tu vois, et n'empêche, comme quoi, il faut pas avoir peur de parler, de dire, et même si
on n'est pas sûr de soi, parce que pour le coup, à l'époque, je démarrais dans le domaine, tu vois. Bah, faut pas avoir peur de parler. C'est peut-être même le meilleur moment pour parler, parce que c'est là où tu vas parler au plus de monde, parce que tu es tellement novice que tu vulgarises tout, et au final, tu rends ta compétence beaucoup plus parlante pour le grand public, quoi. Ouais, complètement. C'est effectivement l'effet où tu peux te dire je suis timide donc je le fais pas. Mais je me rappelle, c'est une histoire que je crois que j'ai déjà racontée, mais j'avais fait des vidéos sur justement tout ce qui va être data, système de vente, système d'acquisition et tout ça sur Mhm. YouTube, mais il y a peut-être 10 ans. Et un jour, je vais à un event à Lyon et là, il y a un mec qui me dit ah ouais, Amaury? Je lui dis oui. Oh, waouh. Et tu vois, j'ai vu tes vidéos alors que tu vois, j'avais pas forcément des tonnes de vues sur ces vidéos-là. Et en fait, tu te dis, ah ouais, bah, c'était un contenu que j'avais bien préparé et tout ça, mais ça a vraiment de l'impact et ça peut vraiment créer des belles discussions, des belles opportunités, des belles rencontres. Donc ouais, je suis complètement d'accord avec toi, quoi. Et il y a tellement pas besoin de faire beaucoup de vues. Enfin, en fait, il suffit de d'ailleurs, ce qui m'a initiée au monde du SEO, c'est un podcast que Paul Vengeon avait lancé avec Antoine Sarrazin, qui bossait chez System.io. Et je crois qu'il y avait 30 écoutes sur leur podcast. Même pas, en vrai. Mais il y avait moi, et c'est eux qui m'ont en premier posé les mots sur cette compétence et sur ce que c'était. Et c'est vraiment eux qui m'ont mis. Donc, comme quoi, créer du contenu, c'est tout. Enfin, il faut pas. Enfin, ça sert à rien d'avoir 10 000 abonnés ou des centaines de likes sur tes posts, mais déjà à ton échelle, tu peux déjà aider quelqu'un. Ouais, complètement, complètement. Et si on parle justement de ces sujets game changer ou en tout cas life changing pour quelqu'un, est-ce que tu as un résultat pour qu'on te situe mieux? Un petit résultat, Ouais. quelque chose, un challenge que tu as pu avoir, dont tu es fier, que tu Bah pourrais nous ouais, partager? carrément. Carrément. Alors moi, du coup, j'ai bossé quelques années en SaaS. Ça a été de loin l'expérience la plus formatrice que j'ai eue, parce que donc j'ai commencé mon parcours en agence. Là, c'est cool parce que du coup, tu bosses sur plein de comptes clients, tu vois plein de sujets, plein de SERP différentes, plein de marchés différents. Donc c'est bien pour explorer, et je suis très contente de l'avoir fait. Mais par contre, c'est vraiment le passage en SaaS. Alors pour le coup, c'était un SaaS d'IA avant ChatGPT, avant tout ça. Donc, très peu connu sur le marché européen, très peu de recherches sur les requêtes IA, parce que les gens ne savaient même pas que ça existait. Par contre, moi, quand je suis arrivée, on m'a demandé de me positionner sur le marché américain, là où c'était déjà pas mal concurrentiel. Et en fait, en SaaS, là, on m'a donné carte blanche. On m'a dit, positionne le site, démerde-toi, et aux US. Donc, un beau défi. Et du coup, à temps plein sur le sujet, ça n'a rien à voir avec quand tu bosses en agence et que tu es en train de switcher d'un compte à l'autre. Et notamment, l'un des trucs que j'ai mis en place et qui avait super bien marché, c'est sur la partie SEO programmatique. Donc, en plus, à l'époque, c'était vraiment le pied parce que du coup, il n'y avait pas ChatGPT et tout ça. Donc, il y avait un accès à l'IA qui était beaucoup moins démocratisé que ce qu'on a aujourd'hui. Et moi, pour le coup, j'utilisais l'outil d'IA de la boîte, quoi. Donc, c'était top. Et donc, j'avais les devs de la boîte qui développaient des outils. En fait, moi, je leur disais, bah, j'ai besoin de faire ça en SEO. Et eux, ils étaient là et ils modifiaient les fonctionnalités de l'IA pour que ça puisse me faire mon truc comme je voulais. Et en gros, j'avais détecté une opportunité sur la partie, en fait, c'était des requêtes transactionnelles générateurs avec le type de contenu. Donc, par exemple, générateur d'articles de blog, générateur de post LinkedIn, générateur de post Instagram. Et en fait, c'était des requêtes où il y avait des volumes énormes, très, très peu de concurrence. Et en fait, c'était juste des variantes de pages, tu vois. Et ça, c'est un truc qui a super bien marché pour percer, notamment sur le marché du coup à l'étranger. Et où en gros, ce qui s'est passé, c'est que franchement, je pense que je l'ai fait en 1 ou 2 jours. En vrai, le plus gros du travail, c'était juste de créer tes champs sur ta page, dans ton fichier CSV, et après tu demandais à l'IA de générer des variantes uniques. Donc non seulement changer les variables, mots-clés, mais aussi le contenu textuel. Et après, tu envoyais ça en CSV dans un Webflow. Nous, c'était web. Ça intégrait tes pages direct. Et ça, c'était de la folie en vrai. Et avec déjà, enfin, tu vois, un espèce de simulateur, enfin, l'outil dans la page, ou est-ce que c'était vraiment très textuel, enfin, très informationnel, avec bah, justement des CTA vers l'outil? Alors, ouais, donc justement. Du coup, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu, comme tout SEO, je pense, je veux ranker avant même de. En fait, rankons et après discutons, tu vois.
Donc, en gros, au début, on a lancé la page comme ça. Donc, on a lancé la landing page sans avoir l'outil interactif, tu vois. Mais le temps que tu vois que ta page remonte, qu'elle s'indexe, machin et tout, ça nous a laissé le temps de développer la landing page avec le tool intégré sur la page. Et alors là, ça a tout changé parce que pour le coup, là, en plus d'être remonté sur bien plus de requêtes et d'avoir augmenté le trafic sur le site, c'est que là, on a décuplé la conversion, mais de fou. Et en plus, c'était tout ce qu'on voulait parce que c'était que en gros, tu faisais ta génération sur la page du site, donc aucune friction pour l'utilisateur. Ouais. Et derrière, au moment d'avoir ta génération, tu devais sign up. Et donc, du coup, le nombre de donc nous, on avait un essai gratuit sur l'outil. Et donc, le nombre d'essais gratuits a explosé, en fait, parce que, tu voulais leurs résultats, quoi. Voilà, c'est ça, parce que juste, tu avais une bonne UX, aucune friction sur l'expérience utilisateur et que, en vrai, à la fin, tu devais juste se connecter avec mon compte Google et puis hop, tu étais connecté sur l'app, quoi. Et nous, ça nous faisait un utilisateur en plus. C'est un peu ces petites modifs qui font le double effet de ça améliore ta conversion, donc ça a de la valeur business. Mais en fait, vu que ça améliore aussi l'expérience utilisateur sur la page, ça augmente le temps sur la page, tout ça, ça va avoir une valeur qui a dû améliorer ton ranking. Enfin, je pense que tu peux confirmer. Ouais. Et comme quoi, en vrai, pas attendre, parce qu'à un moment donné, la question s'est posée, oui, mais on va attendre d'avoir vraiment le truc qui génère l'article de blog sur la page. En vrai, ça valait pas le coup. Enfin, heureusement qu'on n'a pas attendu, tu vois, parce qu'en fait, le temps que ta page, elle se positionne, machin, c'est tombé pile dans le timing où quand on a commencé à avoir pas mal de trafic, c'était prêt, quoi. Donc, t'étais déjà page 1, par exemple, avant d'avoir l'outil sur la page? C'est arrivé, honnêtement, c'est arrivé quasi en même temps. Ça dépend il y a eu beaucoup de requêtes. Il y en avait des milliers de requêtes comme ça, hein, de variantes de ces requêtes-là. Mais c'est arrivé quasiment en même temps, en fait. Trop cool. Sacré challenge. Ouais, c'était un très beau challenge. Et franchement, c'était très nouveau aussi. Enfin, très nouveau. Dans le sens où, en fait, j'ai l'impression que maintenant, l'IA, c'est tellement si vite devenu quelque chose de notre quotidien et qui nous paraît normal, mais vraiment, à l'époque, on était très peu de SEO. En fait, c'était encore l'époque où les gens disaient, si vous utilisez l'IA pour le SEO, Google va vous striker et vous pourrez plus jamais ranker sur votre nom de domaine, en fait. Mais depuis, j'ai l'impression qu'on a fait tellement de chemin. Ouais, il y en a toujours qui le disent, hein, mais après, c'est toujours qu'est-ce que tu fais de l'IA? Il y a plein de sites avec de l'IA pure qui se sont fait strike et qui se font strike. Il y a plein de sites avec de l'IA qui le font bien et qui en profitent. Mais c'est toujours... Ça dépend de comment tu fais les choses, en fait. En vrai, c'est comme pour tout. C'est pas parce qu'on a inventé la calculatrice qu'il n'y a plus de mathématiciens. C'est pas parce qu'on a des robots de cuisine qu'on n'a plus de cuisiniers. Enfin, en fait, à partir du moment où tu comprends que l'IA, c'est pas un truc de grosse feignasse qui va faire ton boulot à ta place, mais que tu l'utilises comme un outil, c'est-à-dire comme ça doit être utilisé, à ton service, en fait, c'est bon, en fait. Faut mettre juste les bons ingrédients. Et en vrai, je suis une méga convaincue de l'IA, forcément de par aussi mon expérience, tu vois. Pas dire que voilà, mais je suis aussi convaincue que aujourd'hui plus que jamais, le SEO c'est de l'humain. Et donc en fait, c'est genre deux trucs complètement paradoxaux, mais que si tu mets ensemble, c'est-à-dire que si tu comprends comment former ton IA à faire de l'humain, mais c'est bon, t'es parti. Ouais, carrément. C'est effectivement, enfin, on parlait un peu avant, mon outil Serpentix, c'est exactement l'angle que j'ai. J'y crois pas au full généré IA automatique, parce que ça peut marcher sur certaines requêtes, mais c'est plutôt, en fait, l'IA, ça te permet d'avoir le nom de la chaîne, un SEO augmenté, où tu peux faire plus de choses, mieux, plus vite, et du coup, avoir le bon plan, avoir un outil qui va t'aider sur les intentions de recherche, tu vas avoir des briques d'IA, mais in fine, c'est pas un texte full généré, et tu fais justement un travail de réponse entre cet outil qui t'aide à faire du meilleur contenu et ton expertise et ton expérience. Et ça fait des chocs à pic, quoi. Ça fait un résultat qui est largement au-dessus de ce que les autres peuvent faire. Et ça a un cercle vertueux de compétition où justement les contenus s'améliorent. Et après, tu as toujours des SERPs avec du contenu spammé, mais c'est un peu les deux vitesses d'Internet. Si tu veux faire du bon contenu, il faut mettre de l'amour dans ton contenu. Si tu veux faire du spam, l'IA brute peut avoir une valeur, mais c'est des angles différents, quoi. Mais après, tout dépend aussi de ton objectif, tu vois, parce qu'au final, la plupart des entreprises qui font du SEO, elles font du SEO pour être visibles et avoir donc des visiteurs sur leur site qu'elles vont convertir et avec qui elles vont générer du business. Au final, le mec qui a cet objectif-là et qui est juste en train de créer du contenu générique automatisé avec l'IA, il a rien compris parce qu'en fait, il va juste se retrouver avec des visiteurs qui vont arriver sur un contenu qui va être plat, qui va rien apporter en termes de valeur, d'opinion ou de
de trucs différenciants qui fait que en fait, tu vas t'accrocher à cette boîte-là. En fait, cette boîte-là, comme elle a donné son point de vue, elle a apporté de la valeur, peut-être un témoignage client, elle a été plus loin que du contenu générique, bah, c'est ça qui va faire qu'au final, cette entreprise va devenir mémorable, tu vas t'en souvenir et peut-être que tu es encore à un stade hyper informationnel et très haut dans le tunnel de conversion, mais demain, quand tu auras bien mûri ta décision, c'est vers cette boîte-là que tu vas retourner au final, tu vois. Et si on fait du SEO pour du SEO, bah, c'est pas non, tu vois. Mais si on fait du SEO pour la conversion et pour faire du business, ça n'a aucun intérêt. Bah, je pense que c'est aussi une question d'attitude, d'état d'esprit. Et t'en as qui voient le SEO comme une source de coût, et t'en as qui le voient comme une façon d'aller faire de l'acquisition client. Et dans un cas, tu es OK pour investir. De l'autre, tu te dis, ouais, OK, comment je peux faire du volume, quoi. Ouais, après, tu vois, moi, il y a un truc que j'adore et que j'utilise tout le temps maintenant pour tout, et je suis en train de l'utiliser pendant là qu'on enregistre d'une certaine manière, c'est que, en fait, aujourd'hui, typiquement avec des outils comme l'IA, un contenu, ça peut être 50 contenus. Et, et en fait, tu crées un contenu très, très sourcé, très, très poussé, tu vois, un gros contenu clé. Ce truc-là, tu l'injectes dans une IA, donc tu lui fais apprendre de ton contenu que tu as fait avec toi et toi-même. Bah après, tu en fais 30 posts LinkedIn, tu en fais 10 shorts, une vidéo longue, un podcast, une séquence de 4 emails. Donc en fait, il est là l'intérêt. Prenons le temps de bien faire les choses et après automatisons, mais pour que l'IA fonctionne, il faut qu'on ait une base solide et cette base solide, elle vient de nous en fait et de notre jus de cerveau. Ouais, carrément. Et c'est exactement, bah, on en discutait avant l'interview, mais c'est exactement ce que je fais aussi. Et donc, prenez le temps de vous abonner à la chaîne SEO Augmenté. Je mettrai aussi les liens vers les réseaux de Camille. Et si vous préférez YouTube ou si vous préférez le podcast, bah, effectivement, cette interview est partout. Donc, abonnez-vous Voilà. là où c'est le plus agréable pour vous. Et puis, c'est une super façon pour bah, décupler tes efforts. Et le coût marginal de ce contenu supplémentaire va être quasiment nul. Et du coup, Mais c'est ça, le ROI de ta création de contenu devient fou. Là, on est en train d'enregistrer en format horizontal ensemble une vidéo. Tu vas la transformer en podcast. Je suis en train de filmer en format vertical. Tu vas m'envoyer l'audio. Je vais l'extraire en transcript. Ce transcript, je peux le transformer en article de blog. Je peux le transformer en au moins 10 posts LinkedIn sur chaque question qu'on va aborder ensemble, voire même 10 articles de blog, en fait. Enfin, et quand tu comprends ça, bah, tu dis, OK, ça vaut le coup de passer du temps à sourcer tes contenus et à vraiment aller chercher l'expertise métier dans tes contenus, parce que derrière, tu capitalises sur un truc pour en faire des centaines de trucs, quoi. Complètement, complètement. Et si on revient sur ce fameux sujet du SEO, je te propose qu'on discute un petit peu de qu'est-ce qui est important pour toi en SEO. Et il y a globalement deux sujets, un site neuf, un site existant. Qu'est-ce que tu regardes en premier pour les deux? Et donc, c'est deux questions, mais je te laisse commencer par l'angle que tu préfères. Ok. Tu me laisses commencer par quoi, t'as dit? L'angle que tu préfères, soit site neuf, soit Ok. site existant, et on fera l'autre dans la foulée. Ok. Qu'est-ce qu'on regarde en premier sur un site? Prenons un nouveau site. Moi, je dirais que bon, il y a beaucoup de choses. Celle que je retiendrai, c'est certainement l'architecture du site. Clairement, comment ton site va être organisé. Faut voir ton site comme une bibliothèque, c'est-à-dire que c'est la bibliothèque de Google, en fait. Donc, si tu as des milliers de pages, des milliers d'articles, des milliers de choses qui sont faites comme ça, sans être pensées dans leur globalité, en fait, tu te retrouves avec une incohérence globale et tu vas avoir beaucoup plus de difficultés à aller te positionner sur des requêtes qui vont être pertinentes et de manière efficace. Donc, pour moi, la première chose sur un site qu'on démarre, c'est de penser au-delà de l'expérience utilisateur, toute l'architecture du site et tous tes cocons et la manière non seulement dont l'utilisateur recherche, mais aussi donc sur les moteurs de recherche, les requêtes, mais la manière dont toi, ça te paraît intuitif en tant qu'humain. Parce que c'est ça qui va être la base de tout ton maillage interne, tous tes ciblages de mots-clés et toute l'organisation globale de ton menu de navigation et de la navigation sur ton site en général. Donc, ouais, si je devais retenir une chose principale sur le lancement d'un site, ce serait ça. Sur un site existant, la chose que je regarde en premier, clairement, ça va être toute la partie data, parce que c'est la chance qu'on a sur des sites existants.
c'est qu'on a un livre ouvert avec un historique et c'est le meilleur truc que tu puisses avoir dans la vie. Donc, tu vas sur ta petite Search Console, tu vas sur ton Google Analytics et c'est du pain béni parce qu'en fait, tu as déjà toute la liste des requêtes sur lesquelles tu fais des impressions. Tu peux comparer, il y a peut-être des requêtes, tu fais énormément d'impressions et très peu de clics. Pourquoi? Est-ce qu'il y a des contenus à réoptimiser? C'est là aussi que tu vas trouver toutes tes petites quick wins. Et ça, c'est hyper intéressant, notamment quand tu bosses pour des clients, en fait, parce que du coup, ils arrivent avec un problème et toi, rien qu'en allant analyser l'existant, tu peux déjà aller apporter des résultats qui vont être beaucoup plus faciles et rapides à implémenter que si tu partais de zéro ou si tu étais en train de développer des nouveaux mots-clés. Donc moi, la première chose que je fais sur un site existant, c'est ça, c'est d'aller capitaliser sur le socle qui a été fait pour aller lui donner un bon coup de puissance et dire à mon client, au bout de quelques mois, ben regarde, là déjà, Regarde tu ton as effort à déjà doublé l'agence. ton trafic. Ben voilà, mais c'est malin en fait, c'est juste malin. Et en fait, c'est juste ce qu'on attend d'un SEO. Alors après, il y a d'autres choses, mais si c'était la première chose que je ferais, ce serait ça, clairement. Et du coup, j'ai envie de creuser les deux côtés, mais j'avais déjà envie de creuser le premier côté en mode, ok, tu veux faire une bonne architecture. Est-ce que tu as quelque chose, enfin, en gros, comment on s'y prend? Comment on fait une belle architecture à la sauce Camille? Ok, très bonne idée, très bonne question. Déjà, travaillons sur l'offre. Au-delà de, quand je dis travaillons sur l'offre, c'est travaillons sur l'offre. C'est-à-dire, tu vends pas une formation SEO. Tu vends une formation SEO à qui précisément? Qui sont tes différents personas? Quelles sont leurs douleurs? Quels sont les différents points d'entrée que tu peux avoir pour ces personnes? Et je pense qu'il y a un vrai travail à la fois sur ça, à faire de manière très approfondie avant même de penser à architecture de site, et aussi un gros travail de positionnement de la marque. Comment tu veux, toi, être vu sur ton marché? Et à partir du moment où tu as fait ce travail de branding et de positionnement et de persona, là seulement, tu peux commencer à réfléchir architecture de site parce que tout va paraître beaucoup plus logique. Après, il y a forcément toute la partie d'analyse concurrentielle, de voir les top pages de tes concurrents, comment eux font du trafic, d'où provient leur trafic, de quelle URL, de quelle requête, parce que ça va aussi te faire gagner énormément de temps sur qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas sur ce marché-là. En vrai, tricher sur les autres n'a jamais été une faute. Au contraire, ça a toujours été quelque chose de très malin. Et ne pas hésiter à aller chercher ce que font les autres, parce qu'on ne réinvente pas la roue en SEO en vrai. On capitalise sur les apprentissages des uns et des autres pour faire mieux. Donc, je suis une grande partisante de la triche. Bah, dit comme... Non, mais je fais exprès de pousser le truc de la triche parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a des fois, il y a des gens qui disent, mais moi, je vais faire ma stratégie, je vais faire mon truc. Non, enfin, en fait, juste va chercher de la data, regarde ce que font les autres, regarde ce qui marche, regarde ce qui marche pas et fais à ta sauce, tu vois. Et c'est pour ça que je dis que le travail de branding et de positionnement est hyper important avant, parce que c'est seulement quand tu définis et que tu es au clair avec qui tu es toi, que tu peux aller chercher ce que font les autres et aligner tout ça pour faire ton truc à toi, tu vois. C'est un peu le sujet, tous les outils où tu peux savoir, justement, l'équivalent de la GSC, mais pour les sites qui t'appartiennent pas. C'est ça, en fait, c'est s'inspirer de ce qui peut apporter du trafic chez un concurrent, un concurrent direct, indirect, pour arriver à justement prioriser ce qui peut être intéressant pour toi. Mais c'est ce que dit Tony Robbins dans son livre Pouvoir illimité. Il faut s'inspirer des autres pour trouver ce qui marche et grandir. Mais je trouve que là, tu as toujours le sujet de ta triche à toi. En fait, c'est clairement de l'inspiration intelligente où tu sais quitter et tu vas trouver des idées chez les autres pour te les approprier et en faire quelque chose, un travail qui te correspond, versus juste quelqu'un qui va se dire, OK, je réécris l'article et c'est parti. Du coup, c'est de la triche et qui est même pas maligne parce que ça apporte pas de valeur pour Google, ça apporte pas de valeur pour ton business. Et c'est toujours le sujet où, oui, tricher, mais en fait, s'inspirer, c'est malin parce que ça te permet d'aller plus vite, plus loin et potentiellement même améliorer les contenus, donc avoir un effet bénéfique parce que ton contenu est meilleur, donc il est légitimement une raison à Google de mettre à jour son algo pour qu'il se dise, ah ok, ce contenu-là, je le mets plus haut plutôt que de détrôner le contenu actuel. Mais c'est, clairement, c'est une bonne façon d'avoir les premières pistes de sujets à traiter, quoi. Ouais, et on en revient en vrai au sujet de tout à l'heure, mais c'est encore une fois,
n'allez pas, enfin oui, effectivement, mon point, c'était pas de dire allez copier-coller l'article de votre concurrent, mais ça n'a absolument aucun sens de faire ça. Et du coup, ça reboucle avec le sujet tout à l'heure du contenu générique. C'est-à-dire qu'en fait, si déjà tu vois que chez ton concurrent, il y a beaucoup de points d'entrée via une certaine typologie de page ou une certaine catégorie de requête qui marche très très bien, qui est très recherchée, peu concurrentielle, là, ok, inspire-toi de la strat, mais apporte ton angle de vue et ton angle de vue, tes cas clients, ton approche du sujet qui est unique et qui va créer là une vraie relation avec ton audience, l'engager et la convertir. Ouais, complètement. Bah, ça fait bien le lien avec ce que tu disais au début, c'est qui est ma marque? En gros, un travail de définition de ton offre, pour reprendre tes termes. Et à partir de là, en fait, une fois que tu as ça, tu sais comment angler chaque contenu. Si je te donne un mot-clé et que tu n'as pas fait ce travail, ok, tu te dis, ok, qu'est-ce que je peux en faire? Mais en fait, si tu sais quitter, tu peux avoir effectivement les bonnes pistes de ce que les autres ont pu déjà faire et en fait, l'angler par rapport à la plus-value que tu peux apporter et donc ta différenciation et donc donner envie, et ça boucle ce que tu disais au début, de revenir, de créer une relation avec cette marque en particulier, qui est ce que tu veux, parce qu'in fine, du trafic, pour du trafic, c'est de la vanity metrics, du trafic qui fait du business, c'est ce qui te permet de croître, quoi. Ouais, clairement. Et tu as des sites qui ont très peu de trafic qui font un business de fou, parce qu'en fait, ils ont trouvé leur persona, les requêtes clés, et ils n'ont pas besoin de plus, en fait. Juste, ils font du chiffre. Ouais, ça. Ce qui est quand même le plus important, quoi. Après, c'est donc site neuf, tu fais une belle architecture. Site existant, tu regardes ce qui se passe. C'est quoi ce que tu fais après? Sur le site existant? Les deux, hein, l'un ou l'autre. Enfin voilà. Après ces deux sujets sur les deux types de sites, neuf et existants, c'est quoi la suite? Écoute, sur la partie audit et sur la partie mise en place de strat, j'imagine. Ouais, c'est ça. Vraiment, en fait, tu vois, qu'est-ce qui est important pour toi? Tu as fait une bonne architecture sur ton site existant, enfin sur ton site neuf. Derrière, c'est quoi l'étape d'après, quoi? Écoute, l'étape d'après, c'est l'étape logique de créa de contenu, donc bien sûr, recherche de mots-clés, etc. Profondeur de navigation aussi sur n'allez pas, ah oui, quand je dis architecture de site, n'allez pas me faire un site avec des menus de navigation énormes, des niveaux de page à n'en plus finir. En vrai, si je devais donner une reco là-dessus, ce serait allez, trois niveaux, c'est bien. N'allez pas faire des profondeurs. Il faut doser, pas avoir des pages qui sont pertinentes et qui sont bien catégorisées avec des catégories, des sous-catégories, mais pas des profondeurs de site à n'en plus finir. Et bien travailler toute la partie maillage interne. Et ça, c'est en ayant une bonne architecture de site que vous allez pouvoir avoir un bon maillage interne. Et ouais, toute la partie création de contenu pur, avec notamment des méthodes de recyclage de contenu telles qu'on les a abordées tout à l'heure. Encore une fois, toujours sur la partie ROI et conversion de tes actions marketing et tes actions SEO au global. Et après, je pense qu'il y a un vrai sujet tracking, notamment sur la partie blog, où moi j'ai longtemps eu beaucoup de mal avec le blog, dans le sens où c'est comme tu l'évoquais tout à l'heure, c'est beaucoup de vanity metrics, où en fait, ok, tu vas faire du trafic, mais concrètement, combien ça te rapporte, c'est quasiment impossible à calculer. Moi, l'une des méthodes que j'aime mettre en place, que je mets en place maintenant quasiment systématiquement avec mes clients, c'est la partie lead magnet. Franchement, c'est tellement, ça change tout en fait en termes de tracking de la conversion et de l'entrée des gens dans ton CRM. Typiquement, ce que j'aime faire, c'est que je crée plein de petits lead magnets nichés. Ça n'a pas besoin d'être un e-book de 50 pages, ça peut être juste une checklist sur le sujet que tu es en train de traiter dans ton article de blog. Et en fait, ça te permet de vraiment engager le simple visiteur et surtout, toi, de récupérer un email sur qui tu vas pouvoir avoir un vrai impact vers la conversion. Et du coup, ça, c'est une strat qui marche super bien et qui te permet d'aller en tout cas avoir une vision beaucoup plus précise du ROI de tes actions SEO en tout cas. Ouais, complètement, parce que tu sais que tel mot-clé, telle page se positionne sur ces mots-clés-là, donc tu peux attribuer des leads à des mots-clés. Chose que tu ne peux plus faire depuis que Google Analytics a décidé qu'il ne voulait pas nous donner ces informations. En tout cas, qui est plus compliqué. C'est ça. Et après, surtout, tu peux lancer une machine de guerre marketing. C'est-à-dire que le gars a juste posé une question à Google,
à la fin, il reçoit tes emails, quoi. Complètement. C'est effectivement le nurturing de lead dont tu parlais tout à l'heure. C'est pas quand il a mis son mail que la bataille se termine, quoi. C'est là qu'elle commence. Tu parlais contenu. C'est quoi un bon contenu pour toi? Comment tu crées le meilleur contenu? Ok, un bon contenu, c'est un contenu qui transpire de vous. C'est un contenu qui vous incarne. Et je dis vous, l'entreprise, le branding, j'en reviens à ça, mais là, aujourd'hui, pour vous donner une stat, en 1 an et demi, on a créé autant de contenu que ce qu'on a créé en 150 ans avec la photographie, depuis la sortie de l'IA. Donc, on a une masse de contenu disponible c'est du jamais vu, en fait. Il y a du contenu partout, sous toutes ses formes. Ben, si t'es comme les autres, t'es juste comme les autres, quoi. Donc, un bon contenu, c'est un contenu... Alors, un bon contenu SEO, je vais pas vous refaire le topo de l'intention de recherche, mais c'est une évidence qu'on va pas demander à ChatGPT, rédige-moi un article sur mots-clés. On lui donne du contexte, on va chercher l'intention de recherche. Qu'est-ce que l'utilisateur cherche à savoir derrière? On va pas faire un article de blog de 1500 mots parce qu'il faut faire un article de blog de 1500 mots. Peut-être que c'est simplement une vidéo. Peut-être que c'est juste quelques lignes. Peut-être que c'est simplement une landing page avec une interaction dessus. Donc, arrêtez de faire un bon contenu, c'est arrêter de respecter des règles strictes, je pense, déjà pour commencer. Et c'est incarner son message à tous les points de contact. C'est-à-dire que là, on parle de SEO, on parle donc de site web et de ranking Google, mais le SEO, c'est pas que Google. Le SEO, c'est les contenus que vous allez mettre sur vos réseaux sociaux. D'ailleurs, LinkedIn, c'est un super hack pour tout ce qui est pour se positionner sur des mots-clés, des posts LinkedIn, ça marche super bien. Ça marche super bien. Aujourd'hui, votre personal branding, typiquement, moi, je fais beaucoup de posts LinkedIn. Mon personal branding me permet de faire du SEO sur moi-même, alors que je n'ai pas de site qui s'appelle Camille Dufossé. Donc, quand on pense contenu, il faut plus penser simplement article de blog de 1500 mots. Il faut penser multicanalité et multimodalité aussi. Donc, vidéo, podcast, tous les formats qui existent aujourd'hui et l'incarner en fait sur tous les canaux. C'est-à-dire que le mec qui arrive via TikTok, le mec qui arrive via Insta, le mec qui arrive via votre site web, on lui raconte la même histoire à tous les points de contact. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les utilisateurs, notamment dans la nouvelle génération, je m'inclus dedans, on switch énormément de plateforme en plateforme. Moi, par exemple, Amaury, dis-moi, tu veux acheter un nouveau meuble dans ta maison, tu fais quoi? Moi, je demande à ma copine. Est-ce que t'es un mec? Ok, ta copine, elle fait quoi? Ma copine, je sais qu'elle a énormément d'inspiration sur Pinterest, ce genre de choses. Voilà. C'est plutôt trouver de l'idée et après potentiellement, après même, tu fais ta recherche directement chez Ikea ou chez ton fournisseur préféré. C'était ça. Non, la responsable bel habillage de la maison, c'est pas moi. C'est pas toi. Mais en tout cas, tu l'as dit. Elle commence peut-être par aller sur Pinterest. Elle va regarder des inspi. Après, elle va peut-être aller sur TikTok. Elle va voir, ah, mais elle a réaménagé sa maison. OK, tel canapé, telle référence. Elle va sur Google. Elle tape la référence du canapé. Finalement, elle se dit, ouais, je vais pas acheter un canapé en ligne parce que c'est trop risqué. Je veux le tester. Elle va en magasin. Donc, en fait, l'expérience utilisateur, elle est on et offline et elle est multicanal. Donc, en fait, aujourd'hui, tu peux plus te contenter d'être bon sur un truc. Tu es obligé d'être bon partout. Et surtout, tu es obligé de raconter la même histoire partout pour avoir de la cohérence et être mémorable et créer de l'engagement. Et tu as des choses aussi où il faut justement penser longtemps en avant de la conversion, parce que là où elle fait comment ça s'appelle, ses épingles clic-trace, je maîtrise pas exactement, mais en gros, sa liste de trucs qui lui plaît bien. En fait, on est très très loin de l'intention d'achat, parce que c'est plutôt de la veille sur justement se construire une sensibilité à un joli design intérieur qui te plaise avec les bonnes références. Et ça peut potentiellement être décalé de même plusieurs années sur une intention d'achat pour un meuble en particulier ou pour une décoration d'une pièce. Mais pour reprendre l'exemple qui me touchera peut-être plus, mais sur un restaurant, c'est pas forcément sur Google, tu as la fourchette, tu as ce genre de résultats. Mais moi, j'aime beaucoup aller sur Google Maps, alors que tu vois, c'est pas forcément là où tu pourrais dire que c'est du SEO. Mais in fine, quand tu tapes restaurant italien, ça va te géolocaliser et il va essayer de te les classer et optimiser tes résultats dans les recherches pour être le premier, quoi. Ouais, clairement, c'est le même métier, mais sur différentes plateformes. Dès que tu as un petit onglet avec une loupe, tu sais que le SEO est lié. C'est ça. Complètement. Et du coup, si tu avais le droit de toucher plus qu'à une seule chose en SEO, tu as le droit on t'a dit, c'est que ce truc-là que tu peux toucher. Qu'est-ce que tu ferais? Oh, waouh.
Euh, question. Qu'est-ce que je toucherais? C'est Et dur, hein. après, switcher, hein. C'est une question de restriction. J'aime bien te dire, ok, mais tu as le droit de toucher qu'à un truc. Qu'est-ce qui est l'essence de ce que tu penses important? Et ça peut être quelque chose de technique, ça peut être quelque chose, enfin, tu vois, plutôt philosophique. Alors, qu'est-ce qui compte le plus pour toi, quoi? En fait, tu me poses une colle dans le sens où déjà le SEO, ça a quand même, il y a quand même énormément de leviers à actionner. Donc déjà, en choisir un, c'est dur. En plus, je fais partie de ceux qui sont persuadés que le bon SEO se fait dans l'équilibre de plein de choses et pas d'un seul levier que tu vas actionner momentanément. J'ai l'impression qu'on a quand même beaucoup de personnes qui sont très branchées contenu SEO. Et je fais partie de ceux qui viennent du monde de la rédac à l'origine. Donc, j'ai aussi été très sensibilisée au contenu. Pour autant, je trouve qu'on entend quand même beaucoup moins parler de la tech et du netlinking. Peut-être parce que les gens sont moins sensibilisés à ça, ou peut-être parce qu'ils trouvent ça plus technique et du coup ils osent pas aller toucher là-dedans. Mais aujourd'hui, typiquement un site sans netlinking, bah tu vas pas très loin, quoi. Et en fait, le netlinking, c'est pas que de l'achat de liens, c'est pas que aller sur des plateformes, acheter des articles sponsorisés. Ça peut être typiquement avoir un post viral sur les réseaux sociaux. J'ai un exemple sur ça. Il y a une entreprise qui s'appelle Vice Versa. Ils ont fait une campagne sur TikTok ou Insta ou les deux. Un truc, campagne vidéo. La vidéo est devenue méga virale. Je sais plus à combien de millions de vues. Et en fait, ça a été repris partout. Dans les articles, dans la presse, regardez ce qu'ils ont fait, cette boîte, campagne marketing de folie, machin. Ben, en fait, ils ont pris quasiment 300 backlinks en 10 jours. Pas mal. Et c'est là que tu vois, encore une fois, je rabâche, mais la puissance de la multicanalité et pour moi, en vrai, l'un des piliers sous-exploités du SEO, c'est clairement la partie lien, le jus SEO. Là. Parce que c'est ça qui... En fait, une fois que tu as fini d'écrire tes articles de blog, tu n'as toujours pas de puissance sur ton site. Tu vas te positionner, ok, tu vas en page 5, c'est cool. Mais si tu n'as pas la notoriété nécessaire sur ton domaine pour pouvoir devenir la référence de ton sujet, bah tu vas avoir du mal à aller cibler les top positions qui vont, elles, te ramener du trafic. Donc ouais, si je devais en choisir un, ce serait peut-être ça. Ok, du coup, c'est quoi un bon lien pour toi? Un bon lien, lien naturel. Bah, l'exemple de l'entreprise Vice Versa, c'est le lien parfait pour le coup. C'est-à-dire que c'est du naturel, c'est de la notoriété, tu vas avoir à la fois des sites thématisés qui vont parler de toi et de la presse, qui va te rapporter du bon jus SEO. Bon, après, tout le monde ne peut pas faire ça, tu vois. Tout le monde n'a pas non plus la machine marketing derrière qui permet de créer ce genre de viralité et qui a des conséquences SEO. Mais un bon lien, c'est un lien qui a au moins déjà votre niveau d'autorité, qui est niché dans votre thématique et qui remonte sur vos pages, enfin en tout cas qui pointe vers vos pages stratégiques. C'est-à-dire que, bon, après moi, j'ai tendance à être partisante de liens qui pointent vers homepage parce que c'est au moins, tu es sûr de ne pas faire d'erreur et derrière, ça redistribue à tout le site. Mais ça peut être pertinent dans certains cas d'aller aussi faire pointer du backlink sur des pages qui sont hyper stratégiques pour la boîte et qui vont donner un bon coup de boost à cette page spécifique, quoi. Concrètement, un bon lien, c'est un lien compliqué à avoir, quoi. C'est ça. Mais il vous suffit d'avoir un contenu viral. C'est ça. Il vous suffit d'être bon, en fait. Non, mais... C'est un peu le sujet quand j'étais au Chiang Mai SEO, où tu as beaucoup plus d'anglo-saxons. Ils ancrent souvent leurs conférences en mode ranker sans lien. Et en fait, tu te rends compte qu'ils ne rankent pas sans lien. Déjà, la conclusion de la conférence, c'était quand vous avez du contenu, s'il ne se positionne pas où vous voulez, bah, vous mettez du lien. Et en plus, en fait, on travaille sur du link bait, avoir des gens qui font des liens spontanément. Tu fais de la RP. Alors oui, ils n'achètent pas de liens sur des plateformes, ou en tout cas, c'est moins mature que le secteur en France où tu as plus de plateformes. Mais in fine, le SEO, c'est du contenu et des liens, quoi. Et d'autres signaux, parce qu'on va de plus en plus vers quelque chose de 360, comme tu aimes bien le dire. Mais même aux US, ils achètent du lien et ils le font juste différemment, quoi. Ouais. Et pour boucler la boucle, du coup, un bon lien n'est pas un lien cher. Bien au contraire. Pas forcément, en tout cas. Et la preuve avec les RP ou avec le link baiting, ce genre de choses. Un très bon lien peut être gratuit. Ouais, c'est comme
c'est comme l'organique, c'est pas gratuit. Il y a énormément d'efforts, quand même pas mal de ressources investies, mais son prix est décorrélé de l'énergie que tu mets, quoi. Ouais. Ok. Est-ce que pour toi, c'est quoi les 3 points les plus surcotés en SEO? Les 3 points les plus surcotés en SEO. Écoute, ça rejoint un peu ce que je t'ai dit tout à l'heure sur la partie faire un article de blog de 1500 mots. C'est que personnellement, et je pense que c'est un message qui est encore diffusé, quand on commence en SEO, et moi quand j'ai commencé, on me faisait des briefs, il te faut autant de mots, il te faut autant de fois ce mot-là, il te faut autant de fois ce mot-là. Celui-ci, il le faut 3 fois, mais si tu le mets 4, ça ne va pas. Donc toute la partie, tu vois, densité de mots-clés, champ sémantique, à un moment donné, bon, ça a son importance. Est-ce que ça a l'importance que ça doit avoir? Je pense que c'est un peu surcoté pour le coup. Tout ce qui est densité de mots-clés. À partir du moment où tu fais un contenu qui est pertinent par rapport à l'intention de l'utilisateur, que tu intègres le champ sémantique qui est cohérent, je pense que la densité de mots-clés précise, on peut s'en passer. Donc ça, ce serait clairement pour moi l'un des critères qui est surcoté. Si je reste dans la même veine, et du coup pour repartir sur la partie netlinking, quand on me dit alors tiens, d'ailleurs, je serais curieuse d'avoir ton avis quand même sur le sujet, parce que tu es un spécialiste de ça. Sur la partie backlinks, quand on te dit il faut autant de backlinks, moi, je suis plutôt partisan de la qualité sur la quantité, sur le nombre de backlinks. Et c'est pour ça que en vrai, je veux bien que tu rebondisses sur le sujet, parce que je sais que tu as un tool sur ça. Donc ça va être intéressant d'avoir Mais j'ai un ton tool sur le avis. sujet d'avant et j'ai aussi plein de trucs à ajouter sur la sémantique parce que Ah mais vas-y, ça. clairement. Pour rebondir sur le premier truc, sur la partie sémantique, il y a un gars que j'aime bien, un Américain qui est venu au SEO. Et lui, sa passion, c'est de ranker sur des mots-clés qui n'ont aucun intérêt. Et il aime bien ranker avec du lorem ipsum. Et en fait, il teste ça sur... donc, lorem ipsum, c'est globalement des trucs en latin ou, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un texte en latin avec la bonne densité de lettres pour que tu n'aies pas l'impression que ça a été écrit au hasard, mais que ça ait l'air d'un texte français. Et c'est ce que les graphistes font généralement sur leurs maquettes. Et en fait, il rank là-dessus. Et en fait, il y a plusieurs types de SERP différentes. Et avoir la bonne densité du champ sémantique, la bonne densité de mots-clés, ça marche vachement bien sur certaines requêtes où potentiellement Google n'a pas. En fait, c'est toujours un ratio entre le coût d'analyser ta SERP et de ranker les résultats et est-ce que ça va lui faire gagner. Et pour les petits résultats, en fait, cette densité-là, c'est beaucoup plus facile pour lui d'analyser ça et de ranker par rapport à cet élément-là. Et en fait, il arrive à ranker sur du lorem ipsum en ayant optimisé son contenu justement sur la sémantique. Et du coup, tu sais qu'il n'y aura pas d'intention de recherche. Il n'y a rien d'autre, en fait, vu que c'est du lorem ipsum. Et donc là, ça rank bien. Mais par contre, sur des requêtes un peu plus concurrentielles, effectivement, tu as plein d'autres sujets. Tu as répondre à l'intention de recherche. Et c'est pour ça que moi, dans mon tool, il y a effectivement une partie de densité de mots-clés. Mais il y a des éléments où ça peut être intéressant de les suroptimiser. Et en fait, c'est plutôt t'aiguiller sur le champ lexical qui va être important, mais vraiment faire un travail de répondre parfaitement à l'intention de recherche. Et donc, il y a toute une bribe là-dessus. Et donc, je pense que tu as différentes SERP. Et en fait, l'algorithme de Google prend les mêmes éléments, mais pondérés potentiellement différemment. Et là où tu n'as pas trop de valeur sur une requête, il va faire vraiment des choses peu coûteuses qui sont l'analyse sémantique, par exemple. Et là où il va y avoir une valeur beaucoup plus élevée, il va aller peut-être sur des algorithmes un peu plus évolués où justement il étudie l'intention de recherche, l'interaction utilisateur et ce genre de choses. Donc ça, c'était pour le premier point. Et sur le deuxième point, je suis complètement d'accord avec toi. En fait, quand tu le vois sur les outils, il va te dire vous avez tant de backlinks. Et quand tu regardes les backlinks, tu as des trucs générés en auto. J'utilise beaucoup Ahref. Et ce qui me rend ouf, c'est qu'ils montent des backlinks avec -k.html. Il y a plein de trucs comme ça où tu sais qu'en fait, c'est des pages complètement spammées. Si tu cliques dessus, je ne sais même pas comment il les a trouvées. Tu trouves même pas ton lien limite. Donc en gros, un résultat agrégé n'a pas forcément de valeur en tant que tel, mais je pense que c'est en fait, tu as différents niveaux de lecture, comme tu parlais tout à l'heure, data sur un site existant. En fait, quand tu veux, par exemple, classer un grand nombre de sites, de pages, de mots-clés, en fait, il va te falloir une métrique agrégée pour être capable d'avoir une vision macro de priorité. Mais derrière, une fois que tu as utilisé cette vision agrégée, il faut aller dans le détail pour être capable de comprendre la valeur de cet agrégat et des 7 liens. Mais est-ce que tu as... en fait, comment se positionnent ces 7 liens? Est-ce que tu as 3 liens qui sont plutôt des liens assez faible autorité de volume? Est-ce que tu en as 4 qui ont été... où tu sais que ce n'est pas forcément à l'initiative du responsable du site ou du SEO
mais c'est plutôt des éléments justement qui arrivent spontanément, comme tu parlais tout à l'heure. Est-ce que c'est au contraire des sites qui sont sur des plateformes d'achat de vente ou de vente de liens, et donc tu peux les acheter? Et en fait, je pense que un lien n'en vaut pas un autre. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Mais in fine, quand tu veux avoir en un clin d'œil une visibilité de la complexité, ou de l'intensité de netlinking et de la typologie de SERP et potentiellement aussi d'un coût, d'évaluer rapidement un coût pour arriver à une position, le voir comme un agrégat, ça a une valeur. Mais toi, derrière, quand tu veux faire ton effort de netlinking, là, ça vaut le coup de creuser, quoi. Oui, clairement. Et du coup, sous-côté, le ou les points sous-côté. Parce que tu sais que ça allait venir, c'est la question d'après. Les points sous-cotés. Je vais revenir un petit peu sur, comme ça va, tu vois, ça va refaire le point global sur un petit peu toutes les bribes que j'ai données jusqu'ici. Parce que, évidemment, ce que je vous ai partagé, c'est ce qui est sous-coté. Non, mais en vrai, dans mes points sous-cotés, moi, j'aime voir le SEO, je pense qu'on l'a compris au bout d'un moment, comme du business, du vrai business, pas juste des mots-clés positionnés sur une SERP et des vanity metrics. Et donc, en ce sens, ce qui est sous-coté, c'est tout ce qui va être les micro-conversions que tu peux avoir sur ton site. C'est-à-dire qu'on parle de SEO, on parle de conversion, mais quand on parle de ça, on pense ranking sur une requête et achat. Sauf qu'en fait, il y a tout un monde entre deux où il y a un taf monstre à faire. Et en fait, si tu arrives à focaliser ton attention sur toutes ces micro-conversions que tu vas avoir tout au long de ton parcours utilisateur, ta machine marketing globale, au-delà de ta machine SEO, devient extrêmement puissante. Et donc, en fait, même à partir de ce moment-là, quand tu as mis en place les bonnes choses, même sur de la requête informationnelle où ton prospect est hyper haut dans son tunnel de conversion, tu peux potentiellement avoir dans ton tunnel de vente plein de petites interactions sur ton site, off-site, etc., qui valident, même ça peut être un lead scoring, tu vois, au bout d'un moment, qui valide en tout cas des échelons jusqu'à ta conversion. Et ce qui fait que, en fait, sur tous les prospects, sur tous tes visiteurs, le nombre de personnes qui vont arriver à la fin de leur cycle de vente, il reste quand même un pourcentage faible. Mais quand tu mets en place des mini-étapes de mini-conversion tout au long de ton parcours utilisateur, tu valides plein de choses qui auraient été transparentes si tu ne les avais pas traquées, tu vois. Et ça passe par des choses dont j'ai parlé tout à l'heure, typiquement des mini lead magnets, des mini checklists, des petites choses téléchargeables, des petites interactions sur ton site, je génère un article de blog et je sign up. Voilà, ça dépend. Alors, je peux pas faire une généralité, mais ça dépend de la nature du business de chacun et de la typologie de site. Mais il y a énormément de choses marketing à mettre en place qui te permettent d'aller au-delà de ce qu'on entend habituellement sur le SEO et la conversion. Ouais. Je pense que ça a deux avantages. Il y a une phrase que j'adore, c'est mesurer pour améliorer. En fait, si tu es aveugle, tu peux pas savoir où travailler et donc tu ne pourras pas pouvoir intelligemment améliorer ton système de conversion et tout ça. Et il y a aussi, je pense que ça te permet donc d'avoir de la visibilité, de savoir ce que tu vas améliorer dans ton tunnel pour transformer ce visiteur qui n'avait pas prévu de te connaître en client. Et tu as aussi le point je crois qu'il faut 7 points de contact pour quelqu'un se rappelle de toi et devienne client en moyenne. Et du coup, en fait, si tu es capable d'avoir en tête l'importance de ces points de contact, tu peux les stimuler et tu peux les suivre. Et du coup, derrière, prendre cette première rencontre et en faire 7 suivantes, 7 micro-interactions où il y a un petit engagement, derrière, ça facilite la chauffe du prospect, quoi. Ouais, clairement. Et c'est tellement encourageant aussi. Tu as beaucoup moins l'impression de faire ton travail dans le vide. Tu vois exactement pourquoi tu le fais et qu'est-ce que ça te rapporte. Et ça, en vrai, même que tu sois à ton compte ou que tu sois dans une équipe marketing et que tu reportes à un patron, c'est incroyable pour aller négocier du budget derrière, du budget SEO ou du budget marketing. Tu as des choses tangibles à montrer que tu n'aurais pas eu si tu n'avais pas mis en place ces étapes de mini-conversion. Le SEO, c'est clairement une boîte noire. Si tu peux avoir des petites trous de porte pour avoir des idées de ce qui se passe au milieu de cette boîte noire, ça te permet d'être vachement plus confiant dans le ROI, en tout cas le suivi de ton ROI. Ouais. On a parlé pas mal contenu, on a parlé pas mal IA, en tout cas de là où tu viens, mais on n'a pas beaucoup parlé de comment tu vois l'IA dans le SEO, ou en tout cas, en gros, qu'est-ce que tu en penses, comment tu vois l'IA dans le SEO maintenant et dans les années à venir? Ok.
La manière dont je vois l'IA dans le SEO, c'est la même manière que je vois l'IA dans le SEO depuis que j'ai commencé à faire de l'IA dans le SEO. C'est-à-dire, et je l'évoquais tout à l'heure, un outil au service d'eux et pas un outil au service de fainéants, clairement. Mais c'est surtout, aujourd'hui, on utilise tous les mêmes IA parce que je pense à du ChatGPT qui est démocratisé et accessible à tous. Utiliser l'IA, c'est plus une différenciation, c'est plus un critère de différenciation, c'est une norme, c'est-à-dire que si tu ne le fais pas, tu prends du retard. Si tu le fais, tu es comme tout le monde. Donc moi, je pense que l'avenir de l'IA, c'est d'avoir sa propre IA, c'est-à-dire de former son propre outil à soi-même, à ses méthodes, à son jus de cerveau, et de l'utiliser non pas pour réfléchir à sa place, mais comme un réel assistant, et ce que ça doit être depuis le début, sur des tâches qui sont chronophages et ou répétitives, mais de l'utiliser comme en complément de l'humain et pas à la place de l'humain. Et c'est pour ça que j'insiste autant sur la construction du branding, sur le positionnement de la marque, le positionnement de l'offre, les personas. Parce qu'en fait, si tu prends pas la peine avant de savoir qui tu es, c'est impossible pour les autres de savoir qui tu es et de travailler pour toi. Et ça, c'est valable pour un humain et c'est valable pour une IA. Et donc, la seule manière valable pour moi d'utiliser l'IA aujourd'hui, c'est d'utiliser comme ça. Très cool. Et du coup, tu vois comment tu vois quoi, enfin, tu prédis quoi, ou en tout cas, quelles sont tes perspectives pour l'avenir du SEO? Waouh, Madame Irma rentre dans ma tête. Non, Tu non, peux te non. mettre comme ça avec tes mains. Alors, ce que je vois comme perspective d'avenir pour le SEO, clairement, le SEO devient un truc hyper macro, selon moi, ça n'engage que moi. C'est ma vision de l'avenir. La Mais vision qu'on a envie d'avoir. voilà. En tout cas, ma vision, c'est ça. C'est quelque chose qui est de plus en plus macro. Où au final, alors on était déjà dans un monde où c'était une imbrication de plein de petits critères Google qu'il fallait optimiser pour pouvoir avoir du résultat. Mais là, j'ai l'impression qu'on va vers quelque chose où c'est plus plein de petits critères Google, mais c'est plein de millions de micro-critères, pas uniquement Google, mais tu vois, on a parlé branding, on a parlé IA, on a parlé conversion. Mais tout ça, ça fait partie du SEO en fait. Mais c'est vraiment le même métier. Pour moi, c'est le même métier, c'est la même chose. Quand tu travailles ton branding, tu travailles ton SEO. Quand tu as les bons process IA, tu travailles ton SEO. Quand tu travailles ta conversion, tu travailles ton SEO. Et c'est la réalité. Tu l'as dit tout à l'heure, le temps passé, ton temps de session sur ton site améliore ton SEO. Moi, je le vois vraiment comme quelque chose de beaucoup plus global. On a aussi tous les moteurs de recherche avec notamment SGE et tout ça, donc les moteurs qui vont être alimentés par l'IA. Tout ça, ça a encore une surcouche de mémorabilité, engagement de l'audience et le fait de se démarquer, de pas simplement construire une offre, mais de construire une offre différenciante, unique, avec une proposition de valeur unique et une identité de marque unique. Le SEO, pour moi, devient un métier beaucoup plus de marketing 360 qu'un métier de petit geek derrière son écran qui va acheter des liens et faire des optimisations techniques. Voilà. On prend les paris et on va voir où l'avenir nous mène. Écoute, on est début 2025. On se donne rendez-vous. Tu veux qu'on se donne rendez-vous quand? En Je sais pas. 2030? Ah ouais, sacré rendez-vous, l'agenda. Merci beaucoup. Je pense qu'on a déjà fait un super tour. C'était très chouette d'échanger avec toi. Est-ce que tu as une dernière chose que tu veux partager avant qu'on vous laisse? Là, comme ça, je dirais créer du contenu. Mais vraiment, recommandation globale, au-delà du SEO. Juste créer du contenu, impacter à votre niveau. On peut tous être impactants à notre niveau. Et tu vois, comme ça boucle la boucle avec la manière dont on a commencé. Mais créer du contenu n'a jamais été une mauvaise idée et a toujours apporté des choses. Et on est toujours l'inspiration de quelqu'un. Donc, juste faites des choses, faites-les avec le cœur et pas que avec l'IA. Bah, écoute, conclusion. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Camille? Sur LinkedIn, principalement. C'est là où je poste le plus, donc Camille Dufossé. Pour tout ce qui est astuces SEO et marketing au global, vous allez retrouver beaucoup de mon discours que j'ai eu aujourd'hui. Et puis Instagram, TikTok, YouTube, en vrai, un peu partout, mais principalement sur LinkedIn. Trop bien. Bah, écoute, je te laisserai m'envoyer les liens et je les mettrai en description Ouais. de la vidéo, donc vous pourrez retrouver tout ça en bas. Pensez à vous abonner à la chaîne, parce que j'interviewe un expert comme Camille et je poste ça toutes les 2 semaines. Donc, si vous voulez d'autres informations, c'est clairement la chaîne, ou si vous êtes sur les podcasts, abonnez-vous.
Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. Bon, comme ça, on pourra continuer à échanger, continuer à faire vivre cette belle discussion par vos réponses. Et puis, mettez un like et je vous dis à la semaine prochaine, enfin, à la semaine prochaine ou à dans 2 semaines. Ciao. Salut!